semaine, Petit Klaus était obligé de labourer la terre de Grand Klaus et de lui prêter son unique cheval. En revanche, Grand Klaus l'aidait avec ses 4 chevaux une fois par semaine, c'est-à-dire tous les dimanches seulement. Huche, comme le petit Klaus faisait alors claquer son fouet au-dessus des 5 chevaux. Il les regardait comme les siens. Le soleil brillait si magnifique. Toutes les cloches appelaient le monde à l'église. Les hommes et les femmes, revêtus de leurs plus beaux habits, passaient devant petit Klaus qui, labourant la terre d'un air joyeux, faisait claquer son fouet en s'écriant « Hue donc, mes chevaux !»« Ne dis donc pas mes chevaux !» lui cria une fois Grand Klaus. « Il n'y en a qu'un qui est à toi. » Mais petit Klaus oublia bientôt cet avertissement et, en voyant quelques autres personnes passer, il ne put s'empêcher de s'écrier de nouveau « Hue donc, mes chevaux !» Pour la dernière fois, lui dit Grand Klaus, ne répète plus ces paroles. Si cela t'arrive encore, je porterai un tel coup au front de ton cheval qu'il tombera mort sur le champ. Je ne le dirai plus, répondit petit Klaus. Mais lorsqu'il passa encore du monde qui le saluait amicalement de la tête, il devint bien content et fier de pouvoir labourer son champ avec 5 chevaux. Il fit claquer son fouet en criant « Hue donc, mes chevaux !»« J'apprendrai le hue donc à tes chevaux, » dit le grand Klaus. Puis il prit une massue et appliqua un coup si fort au front du cheval de petit Klaus qu'il tomba mort sur le champ. Son maître se prit à pleurer et à se lamenter. Ensuite il égorgea la bête morte, fit sécher la peau au vent, la mit dans un sac et se rendit à la ville pour la vendre. Le chemin était long et passait par une grande forêt. Il faisait un temps affreux. Petit Klaus s'égara, et avant qu'il eût retrouvé le bon chemin, la nuit survint. Il lui fallut renoncer à rentrer en ville. Près de la route se trouvait une grande ferme, et, quoique les volets fussent fermés, on y voyait briller de la lumière. Peut-être j'y pourrais passer la nuit, pensa-t-il, et il frappa à la porte. La femme lui ouvrit, mais lorsqu'elle apprit ce qu'il voulait, elle lui dit de passer son chemin. Son mari était sorti, et elle ne recevait pas d'étrangers. « Soit, je coucherai dehors, répondit-il, et la femme ferma la porte. Près de la maison était une grange au toit de chaume remplie de foin. J'y coucherai bien, dit le petit Klaus. Le lit est bon, et il n'y a pas de danger que la cigogne me morde les jambes. Sur le toit perchait une cigogne à côté de son nid. Il rampa dans la grange où il se coucha. Il se retourna plusieurs fois pour bien dormir. Les volets de la maison ne fermaient pas entièrement. Il put voir ce qui se passait dans la chambre. Au milieu se dressait une grande table ornée d'un rôti, d'un poisson et de plusieurs bouteilles de vin. La paysanne et le chantre étaient assis joyeusement et se régalaient. « Comme ils sont heureux, dit petit Klaus, et il allongea la tête pour mieux voir. La femme servit un gâteau délicieux. Grand Dieu, quel festin! Tout à coup, un homme à cheval s'approcha de la maison. C'était le mari de la paysanne qui rentrait chez lui. Tout le monde l'estimait comme un brave homme, mais il avait une maladie étrange. Il ne pouvait apercevoir un chantre sans entrer en fureur. Connaissant cette particularité, le chantre avait profité de l'occasion pour rendre une visite à la femme et lui dire bonjour pendant que le mari était absent. Et la bonne femme lui avait fait honneur en lui servant un délicieux repas. Pour éviter des désagréments, lorsqu'elle entendit son mari qui venait, elle pria son convive de se cacher dans un grand coffre vide, ce qu'il fit volontiers connaissant la maladie du paysan. Puis la femme serra promptement le manger et le vin dans le four pour que son mari ne lui adressât pas de questions embarrassantes. « Quel dommage !» soupira le petit Klaus dans la grange en voyant disparaître le gâteau. « Qui est là-haut » s'écria le paysan en se tournant, et il aperçut petit Klaus. « Pourquoi te coucher là ? Viens plutôt dans la chambre. » Petit Klaus lui raconta comment il s'était égaré et lui demanda l'hospitalité pour la nuit. « Très volontiers, répondit le paysan, mais mangeons d'abord un morceau. »
femme les reçut tous deux avec amabilité, prépara de nouveau la table et servit un grand plat de riz. Le paysan, qui avait faim, en mangea de bon appétit, mais Petit Claus pensait aux délicieux rôtis, au gâteau et au vin cachés dans le four. Il avait jeté sous la table le sac contenant la peau de cheval. Comme il ne pouvait supporter le riz, il appuya ses pieds sur le sac et fit craquer la peau sèche. « Chut !» dit-il à son sac, mais au même moment, il le fit craquer plus fort. « Qu'y a-t-il dans le sac ?» demanda le paysan. « Un sorcier, » répondit Klaus. « Il ne veut pas que nous mangions du riz. Il me dit que, par un effet de sa magie, il se trouve dans le four un rôti, du poisson et un gâteau. »« Ce n'est pas possible, » dit le paysan en ouvrant promptement le four. Il découvrit les mets superbes que sa femme y avait serrés et crut que le sorcier avait fait ce prodige. La femme, sans oser rien dire, posa tout sur la table et ils se mirent à manger du poisson, du rôti et du gâteau. Klaus vit de nouveau craquer sa peau. « Que dit-il à présent ?» demanda le paysan. Il dit que, près du four, il a fait venir 3 bouteilles de vin. La femme leur servit le vin, et son mari se mit à boire en s'égayant de plus en plus. Il eût bien voulu posséder un sorcier pareil à celui du sac de Petit Klaus. « Je voudrais qu'il me montrât le diable, » dit le paysan. « Cela me ferait plaisir, car je suis tout à fait en train. Mon sorcier peut tout ce que je lui demande. » Puis il fit craquer le sac. « Entendu, il dit que oui, mais le diable est bien terrible à voir. »« Oh, je n'ai pas peur. Quelle mine a-t-il ? » ?»« Il paraîtra devant nous sous la forme d'un chantre. »« Ouf, que c'est vilain. Je ne peux pas supporter la vue d'un chantre. N'importe, comme je saurais que c'est le diable, j'aurai du courage. Seulement, qu'il ne m'approche pas. » Petit Klaus approcha son oreille du sac comme pour écouter le sorcier. « Que dit-il ? » ?»« Il dit que, si vous voulez ouvrir ce grand coffre là-bas au coin, vous y verrez le diable, mais il faut bien tenir le couvercle pour qu'il ne s'échappe pas. »« Aidez-moi à le tenir, » dit le paysan en s'approchant du coffre où la femme avait caché le véritable chantre, tout en tremblant de frayeur. Le couvercle fut soulevé. « Ouf !» s'écria le paysan en faisant un bond en arrière. « Je l'ai vu, il ressemble tout à fait au chantre de notre église. Il est horrible. » Ensuite ils se remirent à boire bien avant dans la nuit. « Vends-moi ton sorcier, » dit le paysan. « Je t'en donnerai tout ce que tu voudras, tout un boisseau rempli d'argent si tu l'exiges. »« Je ne le puis, » répondit Petit Klaus. « Songe un peu à combien il m'est utile. »« Pourtant tu me rendrais bien heureux, » dit le paysan en insistant. « Soit, » dit enfin le Petit Klaus, « puisque tu m'as donné l'hospitalité, je te céderai le sorcier pour un boisseau rempli d'argent. Mais fais-moi bonne mesure. Tu seras satisfait, seulement je te prierai d'emporter le coffre. Je ne veux pas qu'il reste 1 heure encore dans la maison. Peut-être le diable y est-il toujours. » Sur ce, Petit Klaus donna au paysan son sac avec la peau sèche. Il reçut en échange tout un boisseau rempli d'argent et, par-dessus le marché, une grande brouette pour transporter l'argent et le coffre. « Adieu, dit-il, et il s'éloigna. De l'autre côté de la forêt, il s'arrêta sur un pont tout neuf. Il servait à traverser une rivière profonde, et il dit à haute voix : « Que ferais-je de ce mauvais coffre ? Il pèse comme s'il était rempli de pierres. Je suis déjà fatigué de le rouler. Il vaut mieux que je le jette dans la rivière. Si l'eau le porte à ma maison, tant mieux, sinon je m'en passerai. » Puis il souleva le coffre d'une main, comme s'il voulait le jeter dans l'eau. « Attends donc, s'écria le chantre dans le coffre. « Laisse-moi d'abord sortir. »« Ouf !» s'écria Petit Klaus, feignant de s'effrayer, le diable y est encore. Il faut que je le noie bien vite. »« Non, non, cria le chantre, épargne-moi, et je te donnerai un boisseau d'argent. »« C'est différent, répondit Petit Klaus en ouvrant le coffre. Le chantre sortit, poussa le coffre vide dans l'eau et retourna chez lui donner au Petit Klaus son boisseau d'argent. Klaus eut ainsi de quoi remplir sa brouette. Rentré chez lui, dans sa chambre, il vit rouler par terre toutes les pierres
pièces de monnaie. Voilà une peau de cheval bien vendue, s'écria-t-il. Grand Klaus mourra de dépit lorsqu'il apprendra toute la richesse que mon unique cheval m'a rapportée. Puis il envoya un garçon chez Grand Klaus pour le prier de lui prêter un boisseau vide. Que veut-il en faire, pensa Grand Klaus, et il enduisit le fond de goudron afin qu'il y restât quelque chose d'attaché. Lorsque le boisseau lui fut rendu, il y trouva collées 3 pièces de 6 sous. Comment, s'écria-t-il, où diable a-t-il pris tout cela? Et il courut immédiatement chez Petit Klaus. D'où tiens-tu tout cet argent? De ma peau de cheval que j'ai vendue hier au soir. Tu en as tiré un bon prix, dit Grand Klaus. Puis il retourna bien vite chez lui, prit une hache, abattit ses 4 chevaux, les écorcha et porta leur peau à la ville. Des peaux, qui veut acheter des peaux? Cria-t-il dans toutes les rues. Tous les cordonniers et les corroyeurs accoururent pour lui en demander le prix. Un boisseau d'argent pour chacune, répondit Grand Klaus. Es-tu fou? Crois-tu que nous ayons de l'argent par boisseau? Des peaux, continua-t-il. Qui veut acheter des peaux? Et, si quelqu'un les marchandait, un boisseau d'argent pour chacune, répondait-il toujours. Il veut se moquer de nous, s'écria enfin tout le monde. Puis les cordonniers prirent leurs courroies, les corroyeurs leurs tabliers, et ils se mirent à frapper rudement Grand Klaus. Nous arrangerons si bien ta peau qu'elle deviendra rouge et bleue, dirent-ils. Veux-tu te sauver? Veux-tu te sauver? Et Grand Klaus, au milieu des coups, se sauva hors de la ville. Bon, dit-il une fois rentré chez lui, c'est Petit Klaus qui est la cause de tout cela. Je vais le tuer. Cependant, la vieille nourrice de Petit Klaus était morte, et, quoiqu'elle se fût montrée bien méchante envers lui, il la pleura. Il coucha la femme morte dans son lit pour voir s'il ne pouvait pas la rappeler à la vie, et resta toute la nuit dans un coin sur une chaise. Au milieu de la nuit, la porte s'ouvrit, et Grand Klaus entra avec sa hache. Connaissant l'endroit où était placé le lit de Petit Klaus, il s'en approcha tout doucement, et appliqua un coup violent au front de la vieille nourrice morte. « Maintenant tu ne me tromperas plus, dit-il en s'éloignant, car il croyait avoir tué son ennemi. Quel méchant homme, s'écria Petit Klaus, c'est moi qu'il voulait tuer. Heureusement pour ma vieille nourrice qu'elle était déjà morte. Il revêtit ensuite la vieille femme de ses habits de dimanche, emprunta un cheval à son voisin et l'attela à sa voiture. Puis il plaça la vieille nourrice sur le siège de derrière, de façon qu'elle ne pût tomber, et il traversa ainsi la forêt. Arrivé à une auberge, Petit Klaus s'arrêta pour demander quelque chose à manger. L'aubergiste était un homme très riche, bon diable au fond, mais emporté comme si son corps eût été rempli de poivre et de tabac. « Bonjour, dit-il à Petit Klaus, comme tu es endimanché aujourd'hui. »« Oui, répondit Klaus en descendant, je vais conduire ma vieille nourrice à la ville. Apporte-lui un verre d'hydromel pour se rafraîchir, et parle-lui bien haut, car elle n'entend presque pas. »« Je n'y manquerai pas, dit l'aubergiste, et il alla verser un grand verre d'hydromel qu'il porta à la vieille dans la voiture. « Voici un verre d'hydromel, cria-t-il à la femme morte. Mais elle ne bougea pas. « Est-ce que vous ne m'entendez pas ?» cria-t-il de toutes ses forces. « Voici un verre d'hydromel de la part de votre maître. » Mais il avait beau s'épuiser à crier, la vieille ne bougeait pas. Alors, emporté par la colère, il lui jeta le verre à la figure avec une telle violence qu'elle tomba en arrière dans la voiture, n'étant retenue par aucune attache. En ce moment, Petit Klaus survint. « Mille malheurs !» s'écria-t-il en empoignant l'aubergiste par la poitrine. « Tu as tué ma nourrice. Regarde le trou que tu lui as fait au front. »« Oui, malheur à moi, répondit l'aubergiste en tordant ses mains. J'ai encore une fois cédé à mon emportement. Mon cher Petit Klaus, je te remplirai d'un boisseau d'argent, et je ferai enterrer ta nourrice comme si elle était ma mère, si tu veux ne pas me trahir. Le bourreau me couperait la tête que tu n'en serais pas plus avancé, et cela me ferait beaucoup de mal à moi. » Klaus accepta,
reçut un troisième boisseau d'argent et chargea l'aubergiste de l'enterrement. Revenu chez lui, il envoya un garçon chez Grand Klaus pour lui emprunter un boisseau vide. « Qu'est-ce à dire » s'écria celui-ci. « Je ne l'ai donc pas tué, il faut que je le voie moi-même. » Et il se rendit aussitôt auprès de Petit Klaus avec le boisseau. Comme il ouvrit de grands yeux en apercevant tout cet argent. « Comment as-tu gagné ce trésor » demanda-t-il. « Tu as tué ma nourrice à ma place. J'ai vendu son corps et l'on m'en a donné un boisseau d'argent. »« C'est un bon prix, dit Grand Klaus. » Puis il se dépêcha de rentrer chez lui, prit une hache et tua sa vieille nourrice. Ensuite il la plaça dans sa voiture, partit pour la ville et demanda à l'apothicaire s'il voulait acheter un cadavre. « Voyons, dit l'apothicaire, mais d'abord dis-moi d'où tu le tiens. »« C'est ma nourrice que j'ai tuée pour la vendre un boisseau d'argent. »« Grand Dieu, es-tu fou de dire de pareilles choses au risque de te faire couper la tête ?» Mais ayant appris la vérité, il fit comprendre au méchant homme toute l'horreur de sa conduite et la peine qu'il avait méritée. Là-dessus, Grand Klaus effrayé sauta dans sa voiture, fouetta les chevaux et s'en retourna au galop. Tout le monde le croyait fou. « Je me vengerai, s'écria-t-il sur la grande route. Je me vengerai de Petit Klaus. Et, dès qu'il fut rentré, il prit un grand sac, alla chez Petit Klaus et lui dit « J'ai été ta dupe une seconde fois. Après avoir abattu mes 4 chevaux, j'ai tué ma nourrice. Toi seul est cause de tout le mal, mais tu ne me tromperas plus. » Puis il saisit Petit Klaus par le milieu du corps, le fourra dans le sac et le jeta sur ses épaules en disant « Je m'en vais te noyer. » Le chemin jusqu'à la rivière était long, et Petit Klaus lourd à porter. C'est pourquoi le meurtrier entra dans un cabaret pour se rafraîchir, laissant le sac derrière la maison, où personne ne passait. « Hélas, hélas !» soupira Petit Klaus dans le sac, se tournant et se retournant, mais il ne put arriver à délier la corde. Par hasard, une vache, échappée de la prairie, se sauva de ce côté, et un vieux berger courut à sa poursuite pour lui faire rejoindre son troupeau. Voyant le sac qui remuait, il s'arrêta. « Qui est là » s'écria-t-il. « Un pauvre jeune homme qui doit tout à l'heure entrer au paradis. »« Tu es bien dégoûté. Moi, pauvre vieillard, je serais bien content d'y entrer le plus tôt possible. »« Eh bien, mon brave, ouvre le sac et mets-toi à ma place. Bientôt tu y seras. »« De tout mon cœur, dit le vieux berger en ouvrant le sac pour faire sortir le Petit Klaus. Mais me promets-tu de garder mon troupeau ? » Certainement. Et le vieillard entra dans le sac, que Petit Klaus referma. Après cela, Klaus réunit tout le bétail et s'en alla en le poussant devant lui. Quelques moments après, Grand Klaus sortit du cabaret et remit le sac sur son dos. Il le trouva bien léger, car le vieux maigre berger pesait bien moins que Petit Klaus. « C'est l'eau-de-vie qui m'a donné des forces, dit-il. Tant mieux. » Et arrivé à la rivière, il y jeta le berger en criant « Maintenant tu ne me tromperas plus !» Puis il prit le chemin de sa maison, mais à l'endroit où les routes se croisaient, il rencontra Petit Klaus poussant devant lui un troupeau de bétail. « Quoi » s'écria Grand Klaus. « Ne t'ai-je pas noyé ?»« Si, tu m'as jeté dans la rivière il y a une demi-heure. »« Et d'où te vient ce beau troupeau de bétail ?»« C'est du bétail de la mer. Je vais tout te raconter, en te remerciant d'abord de m'avoir noyé, car maintenant je suis riche pour jamais, comme tu le vois. Enfermé dans le sac, je frémissais de peur, et le vent me sifflait autour des oreilles lorsque tu me jetas dans l'eau froide. J'allais immédiatement au fond, mais sans me faire de mal, vu qu'il y pousse une longue herbe moelleuse. Bientôt le sac fut ouvert, et une charmante demoiselle, habillée de blanc, portant une couronne de verdure sur la tête, me prit la main en me disant « Je t'ai attendu, mon Petit Klaus. Regarde quel joli cadeau je vais te faire. » Et elle me montra un troupeau de bétail. Je la remerciai bien poliment en la priant de me montrer le chemin
nager autour de ma tête, comme les oiseaux volent dans l'air. Partout dans les vallées paisait un bétail gras et magnifique. Bientôt j'arrivai avec mon troupeau à une montée qui menait à terre, et me voici. Tu as bien de la chance, dit Grand Klaus. Crois-tu que moi aussi j'aurai un troupeau de bétail si je vais au fond de la rivière? Sans doute, mais je ne pourrai te porter dans le sac jusque-là. Tu es trop lourd. Si tu veux y aller et te fourrer dans le sac après, je t'y pousserai volontiers. Tu es un bon garçon, petit Klaus, mais rappelle-toi bien que, si je ne reviens pas avec un troupeau de bétail de la mer, je t'administrerai une bonne volée de coups de bâton. Il n'y a pas de danger, répondit petit Klaus, et ils se mirent en route. Lorsque les bêtes, qui avaient soif, aperçurent l'eau, elles coururent de toute leur force pour boire. Regarde comme elles se dépêchent, dit petit Klaus. Il leur tarde de retourner au fond. Allons, vite, aide-moi, répondit Grand Klaus en entrant dans le sac, et, pour plus de sûreté, ajoute une grosse pierre. Sans cela, je risquerais peut-être de ne pas arriver au fond. Sois tranquille, dit petit Klaus, tu y arriveras. Cependant, il y ajouta une énorme pierre, ficela le sac et le poussa dans la rivière. Ploum! Voilà Grand Klaus qui tombe